Lors d'un dîner en famille, ma sœur s'est levée et a déclaré « Tu n'es plus de la famille ». J'ai souri et accepté. Ils me considéraient comme la brebis galeuse de la famille. Simple, silencieuse, invisible. Mais ils avaient oublié un détail, le compte bancaire que tout le monde utilisait était alimenté par moi. Ce soir-là, j'ai tout annulé. Mon nom est Carolina, j'ai 34 ans et j'ai toujours été la fille, ordinaire, de la famille Almeida. Petite, je n'attirais pas l'attention, je n'avais pas la beauté éblouissante de ma sœur Camila, 2 ans ma cadette, ni le charisme de mon frère Rodrigo, le chouchou de tous. J'étais celle qui disparaissait sur les photos de famille, celle à qui personne ne demandait des nouvelles de son travail ou de sa vie. En grandissant, mes parents ont investi tout leur temps et leur argent dans mes frères. Camila a eu un traitement orthodontique complet, des cours de ballet, des voyages à l'étranger pour perfectionner son anglais. Rodrigo a eu droit à une école de football privée, des cours d'art oratoire, un ordinateur dernier cri pour ses études. Pour moi, il est resté le minimum ou on verra ça plus tard. J'ai compris très tôt que je devrais conquérir mes propres choses. À 18 ans, je suis entré à l'université publique en gestion. Personne n'est venu à ma remise de diplôme, cela coïncidait avec un spectacle de danse de Camila. Ce soir-là, j'ai avalé mes larmes et je me suis promis que, un jour, il réaliserait ma valeur, non pas à cause de ce que je paraissais, mais de ce que j'étais réellement. Ainsi commença ma quête silencieuse. Pendant que Camila changeait d'emploi tous les 6 mois par manque de satisfaction et que Rodrigo tentait de lancer une entreprise avec l'argent de nos parents, je travaillais sans relâche. J'ai commencé comme stagiaire dans une entreprise technologique, acceptant toutes les heures supplémentaires et tous les projets additionnels. Je dormais peu, étudiais beaucoup et économisais chaque centime. À 25 ans, j'étais déjà chef de projet. À 28, directrice des opérations. À 30, j'ai été invité à devenir associé d'une start-up de solutions financières. Notre application de gestion de patrimoine a décollé et en 2 ans, nous avions plus d'1 million d'utilisateurs. Une multinationale nous a rachetés et, soudain, sans faire de bruit, je suis devenu millionnaire. Personne dans ma famille ne le savait, non pas par secret, mais parce que personne ne posait de questions. Lors des réunions familiales, alors que tout le monde parlait de la nouvelle voiture de Rodrigo, financée par mes parents, ou des vacances de Camila à Paris, également payées par eux, je souriais discrètement, vêtu simplement, avec ma petite voiture et mon appartement fonctionnel. À l'extérieur, la même Carole d'avant. À l'intérieur, une femme qui avait accompli plus que tous mes proches réunis. C'est pendant la pandémie que tout a commencé à changer. Mon père a perdu son emploi dans la construction, où il avait travaillé pendant 30 ans. Ma mère, toujours femme au foyer, était désemparée. Le salon de beauté que ma sœur avait tenté d'ouvrir a fait faillite en 3 mois. Le restaurant dans lequel mon frère avait investi toutes ses économies n'a pas survécu au confinement. Une nuit de mars 2020, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle était en larmes, désespérée. « Carole, je ne sais pas quoi faire. Nous avons toutes nos factures en retard et la banque menace de saisir la maison. » Elle sanglotait au téléphone, la voix tremblante. J'ai ressenti une douleur au cœur. Malgré tout, c'était ma famille. De combien avez-vous besoin, maman? Lorsqu'elle a mentionné le montant, j'ai compris que ce n'était que le début d'une crise prolongée. Le lendemain, j'ai transféré les fonds et créé un compte commun familial. J'ai expliqué que c'était un moyen d'organisation financière pour traverser ces temps difficiles, et que j'y ferais un versement fixe chaque mois pour couvrir les dépenses essentielles. « Mais comment as-tu cet argent, ma fille ? Tu travailles pour cette petite entreprise d'informatique, n'est-ce pas ?» a demandé ma mère, complètement compréhensive. J'ai dégluti difficilement. J'ai mes économies, maman, et l'entreprise se porte bien. Ainsi, sans grandes explications, je suis devenue la fournisseuse silencieuse de la famille Almeida. Chaque mois, je déposais suffisamment pour couvrir le loyer, les factures, les courses, l'assurance santé, et même quelques petits plaisirs. Il croyait que ce compte était une sorte de fonds d'urgence créé par mon père avant la crise, et que j'apportais simplement une petite contribution. Personne n'a vraiment remis cela en question. L'argent arrivait, les problèmes disparaissaient. Au cours des 2 années suivantes, j'ai observé une transformation dans les dépenses de ma famille. Ce qui avait commencé comme une aide pour les besoins essentiels est rapidement devenu une porte ouverte aux excès. Camila a recommencé à faire des traitements esthétiques coûteux. Rodrigo a acheté une nouvelle voiture,
prétextant qu'il en avait besoin pour chercher du travail. Mes parents ont rénové toute la cuisine, estimant qu'il méritait un peu de confort après tant de souffrance. Pendant ce temps, lors des réunions familiales, je restais la même Carole invisible. Personne ne s'intéressait à mon travail ou à ma vie. Les conversations tournaient autour des réussites de mes frères, toutes financées par mon argent, sans qu'ils ne s'en rendent compte. « Waouh, Carole, tu devrais investir plus en toi-même », me dit un jour Camilla, en regardant mes ongles non vernis. « Un soin de beauté te ferait un bien fou. Je peux te recommander ma esthéticienne ?» J'ai souri poliment. « Je vais bien comme ça, merci. C'est pour ça que tu ne rencontres personne. Aucun homme n'aime les femmes négligées, ajouta-t-elle, comme si elle me faisait une faveur avec ce conseil. J'ai vu ma mère acquiescer discrètement de la tête. Mon père a fait semblant de ne pas entendre, concentré sur son téléphone. Rodrigo a ri. Tu devrais écouter ta sœur, Carole. Elle veut juste ton bien. Ma mère a même constaté, comme si j'étais une adolescente rebelle et non une femme adulte de 34 ans. J'ai pris une profonde inspiration. Chacun vivait comme il l'avait choisi, n'est-ce pas? C'est le problème, rétorqua Camilla. Tu as choisi cette vie médiocre. Travail, maison, maison, travail, sans ambition ni rêve. Ça fait pitié? Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Pitié? Ils avaient pitié de moi. Moi qui soutenais silencieusement cette façade, mais j'ai avalé ma réponse, comme je le faisais toujours. J'ai changé de sujet et fui la conversation. Les situations de mépris s'accumulaient. Lors d'un anniversaire, chacun a offert des cadeaux coûteux, achetés avec l'argent que je déposais. J'ai offert à mon père un livre qu'il avait toujours voulu, acheté avec mon propre argent, hors du compte commun. Il a à peine remercié, rejetant le livre pour admirer la montre que Rodrigo lui avait offerte. Un autre jour, lors d'un déjeuner familial, j'ai entendu ma mère chuchoter à ma tante, « Carole est si douce, mais tellement fade. Je ne sais pas où nous avons échoué avec elle. Camilla et Rodrigo sont si vivants, si présents. Elle semble toujours invisible. » Ma tante, en réponse, a tenté de la consoler, mais a convenu qu'elle semblait bien dans sa vie simple. Tout le monde n'est pas fait pour briller, n'est-ce pas? J'ai senti mes yeux s'humidifier, mais j'ai repris mon souffle. Ce n'était pas une nouveauté pour moi. J'ai toujours été celle qui ne brillait pas, celle qui ne méritait pas d'attention particulière. La goutte d'eau est arrivée il y a 6 mois, lorsque j'ai remarqué que les dépenses du compte commun avaient doublé. En vérifiant le relevé, j'ai découvert des achats extravagants, un voyage à Cancun au nom de Camilla et de son petit ami, un investissement en crypto-monnaie fait par Rodrigo, de nouveaux meubles pour le salon de mes parents. J'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation franche. J'ai organisé un dîner en famille, chose rare, car j'étais généralement ignoré lorsque je proposais des rencontres. Cette fois-ci, à ma grande surprise, tout le monde a confirmé sa présence. J'ignorais qu'ils avaient d'autres plans pour cette soirée. J'ai choisi un restaurant simple, mais chaleureux. Rien d'extravagant ou de prétentieux, juste un endroit où nous pourrions discuter sans distraction. Je suis arrivé à 20 heures précises, comme d'habitude. Et comme d'habitude, j'ai attendu presque 1 heure avant que tout le monde arrive. Waouh, quel endroit différent, a commenté Camilla en entrant, scrutant les alentours avec un léger mépris. Il n'y avait rien de mieux, tu sais? Élégante. J'ai souri poliment. Je pensais que ce serait un bon endroit pour discuter. C'est typiquement Carole de choisir quelque chose comme ça, a murmuré Rodrigo à ma sœur, plus à lui-même. Toujours dans l'économie. J'ai faim de ne pas entendre la pique et nous avons pris place à la table. Après avoir passé nos commandes, j'ai pris une grande inspiration et commencé à expliquer l'objet de ce dîner. Je voulais parler du compte commun familial. J'ai commencé calmement, remarquant que les dépenses avaient beaucoup augmenté ces derniers mois et à peine ai-je terminé ma phrase, que mon père m'a interrompu. Oh, ça c'est un problème entre ta mère et moi, Carole. Ne vous en faites pas pour ça. En fait, papa, je m'en fais, car c'est à ce moment-là que j'ai remarqué un regard échangé entre mes proches. Un silence inconfortable s'est installé et j'ai ressenti que quelque chose n'allait pas, très mal. Camilla s'est raclé la gorge et a ajusté ses cheveux, un geste révélateur de son anxiété depuis l'adolescence. En fait, Carole, puisque tu as abordé le sujet de la famille, nous voulions aussi te parler. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ont-ils découvert quelque chose?
Quelqu'un a-t-il enfin investigué l'origine de cet argent mystérieux qui arrivait chaque mois? Ma sœur a continué avec son sourire forcé, celui qu'elle arborait quand elle voulait sembler aimable sans l'être vraiment. Nous avons beaucoup discuté de toi, n'est-ce pas, toi aussi, ai-je demandé, sentant mon estomac se nouer. Oui, a-t-elle répondu en jetant un regard furtif à mes parents, qui restaient silencieux, les yeux rivés sur leurs assiettes. Nous avons l'impression que tu es, comment dire, décalé. Décalé, ai-je répété, essayant de comprendre où cela les menait. Écoute, Carole a interrompu Rodrigo, adoptant ce ton d'homme d'affaires qu'il n'a jamais su vraiment revêtir. Notre famille a une certaine image à préserver. Chacun de nous essaie de reconstruire sa vie après des périodes difficiles, et chacun a son rôle à jouer. Je l'ai regardé, incrédule. Quel serait donc mon rôle dans tout ça? C'est alors que Camilla a lâché la phrase fatale. C'est ça le problème, Carole. Tu n'as pas de rôle. Tu es, disons, un poids mort. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai tourné la tête vers mes parents, espérant qu'ils se lèveraient pour défendre mon honneur ou pour exprimer leur désapprobation face à ce que je venais d'entendre. Rien. Ma mère évitait mon regard et mon père émiettait un morceau de viande de son assiette, feignant de l'ignorer. Un poids mort, ai-je répété, la voix légèrement tremblante. Ne sois pas dramatique, a répliqué Camilla en roulant des yeux. Regarde-toi. 34 ans, célibataire, sans vie sociale, des vêtements démodés, un job médiocre. Tu n'as pas évolué. On dirait que tu es resté figé dans le temps alors que nous avançons. J'ai ressenti mon visage brûler. Ces mots étaient plus douloureux que n'importe quel coup physique. Et quel rapport avec le conjoint, ai-je réussi à demander, en tentant de garder ma voix aussi calme que possible. C'est alors que ma sœur s'est levée, appuyant ses mains sur la table et se penchant légèrement vers moi, son regard ancré dans le mien. Nous en avons discuté et nous pensons qu'il vaut mieux que tu poursuives ta vie. Tu ne fais plus partie de notre famille. Le restaurant continuait son chahut habituel. Les serveurs circulaient, les couverts teintés contre des assiettes, mais pour moi, tout avait été réduit au silence. Il semblait que le temps s'était arrêté à cet instant précis. J'ai observé autour de la table. Rodrigo affichait un sourire en coin, comme s'il applaudissait chaque mot prononcé par Camilla. Ma mère ne me regardait toujours pas, mais ses doigts agités pliaient et dépliaient la serviette en tissu. Mon père, en tant que patriarche, l'homme fort de la famille, soupira et murmura, « C'est mieux ainsi, ma fille. Tu n'as jamais vraiment trouvé ta place. » Ces paroles furent le coup de grâce. J'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de moi. Ce n'était pas de la tristesse, mais plutôt le son du verre qui se brise. Clair, définitif, irréparable. Ce qui m'a le plus surprise, c'est ma réaction. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas imploré d'explication ni demandé une chance de me défendre. J'ai simplement souri, un sourire calme, presque serein, qui les a déconcertés plus que n'importe quelle réponse émotive. Je comprends, ai-je finalement répondu, pliant ma serviette et la posant sur la table. Si c'est la façon dont vous vous sentez, je respecte cette décision. Camilla a semblé un instant confuse par mon acceptation pacifique. Elle s'attendait peut-être à des larmes, des supplications, une scène. Rodrigo a froncé les sourcils, dubitatif face à ma réaction contenue. Donc, tu acceptes? Ma mère a enfin trouvé sa voix, visiblement surprise. Si c'est ce que tout le monde veut, qui suis-je pour contredire? J'ai répondu tout en conservant ce sourire énigmatique. Après tout, vous l'avez dit vous-même, je ne me suis jamais vraiment intégré. J'ai appelé le serveur, payé ma part de l'addition et me suis levé. J'ai jeté un dernier regard à ces visages familiers qui, à ce moment-là, semblaient appartenir à des étrangers complets. Bonne continuation, ai-je simplement dit en sortant. L'air frais de la nuit m'a frappé en quittant le restaurant, mais au lieu de me sentir détruite, j'ai ressenti une étrange libération. Pendant toute ma vie, j'avais cherché l'approbation de cette famille. Je me suis diminué pour ne pas éclipser mes frères. J'ai gardé le silence face à des insultes voilées, et maintenant, ironiquement, c'était eux qui me libéraient de ces chaînes invisibles. Je suis monté dans ma voiture, un modèle simple qui cachait parfaitement le fait que je pourrais acheter toute la concession si je le voulais, et j'ai conduit jusqu'à mon appartement. Ce n'était pas un endroit luxueux, mais il était douillet et bien situé. Un refuge qui reflétait qui j'étais réellement. Discrète à l'extérieur, riche en possibilités à l'intérieur.
Je me suis assise sur mon canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai accédé à mon compte bancaire et j'ai regardé mon solde. 8 chiffres qui n'avaient jamais compté pour ma famille, car ils n'avaient jamais su qu'ils existaient. Avec quelques clics, j'ai accédé aux comptes joints qui avaient soutenu leur style de vie pendant plus de 2 ans. C'était étonnamment facile. Quelques clics, un mot de passe, une confirmation, j'ai annulé toutes les cartes associées à ce compte, bloqué tous les prélèvements automatiques et transféré le solde restant sur mon compte personnel. Le système m'a demandé si j'étais sûr et, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas hésité. Oui, je suis sûr. J'ai fermé l'ordinateur et regardé par la fenêtre. La ville était illuminée, des milliers de lumières scintillant dans l'obscurité. J'ai pris mon téléphone portable et désactivé les notifications. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que les appels désespérés ne commencent. Cette nuit-là, je me suis endormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années, sans le poids de porter une famille qui ne m'avait jamais valorisé, sans l'angoisse d'être invisible aux yeux de ceux qui auraient dû me voir d'abord, sans la douleur d'aimer ceux qui ne savaient que juger. Comme prévu, le lendemain, mon téléphone affichait déjà 12 appels manqués. 7 de ma mère, 3 de Rodrigo, 2 de Camila. Aucun message texte, ce qui était typique d'eux, préférant le drame immédiat d'un appel à la communication écrite pouvant être conservé comme preuve. Je n'ai retourné aucun appel. J'ai suivi ma routine normalement. J'ai travaillé, déjeuné avec des collègues, rentré chez moi. Ce n'est qu'à la fin de la journée, lorsque le nombre d'appels manqués avait dépassé les 20, que j'ai décidé de répondre quand le nom de ma mère est apparu à nouveau sur l'écran. « Allô » ai-je répondu sans émotion dans la voix. « Carole, Dieu merci, tu as répondu. » Ma mère parlait à toute vitesse, presque sans respirer. Il s'est passé quelque chose de terrible. La compte, ma fille, le compte joint. Nous n'arrivons pas à y accéder. Les cartes ont été bloquées. Il n'y a pas d'argent. Le loyer n'a pas été payé. Ton père est désespéré. J'ai gardé le silence quelques instants, juste à l'écoute de ses sanglots de l'autre côté de la ligne. Carole, es-tu là? Oui. Maman, sais-tu quelque chose? Peux-tu accéder au compte? Il faut qu'on résolve ça vite. Le banquier a dit que les cartes ont été annulées hier soir. Et je les ai annulées. Maman, les jeux interrompus d'une calme que je ne savais même pas posséder. Silence au bout du fil. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, finit-elle par demander, la voix tremblante. J'ai dit que c'est moi qui ai annulé les cartes et fermé le compte. Mais pourquoi? Comment as-tu pu faire ça? Tu n'avais pas l'autorisation. Si, j'en avais. Maman, les jeux interrompus encore une fois. Le compte était à moi, l'argent m'appartenait. Un autre silence. Celui-ci, plus long et pesant. De quoi parles-tu? A-t-elle demandé, la voix désormais un murmure incrédule. Ce compte que vous utilisiez depuis plus de 2 ans? L'argent qui apparaissait mystérieusement chaque mois, qui payait le loyer, les factures, l'assurance santé, les voyages de Camila, les investissements infructueux de Rodrigo. Tout cela m'appartenait. Elle haletait de l'autre côté de la ligne. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas. Tu ne pourrais pas. J'ai bien plus que vous ne l'imaginez, maman. J'ai toujours eu. Pendant que vous étiez trop occupé à me juger pour ma simplicité et mon manque d'éclat, j'ai bâti ma vie, ma carrière, ma fortune, sans faire de bruit, sans avoir besoin que personne le réalise. Carole, je ne comprends pas. Tu es en train de dire que... Je dis que cette petite entreprise d'informatique m'a rendu millionnaire. Que pendant que vous achetiez des vêtements de marque avec mon argent, je portais des vêtements simples par choix, pas par nécessité. Que pendant que vous rénoviez la maison avec mon argent, je vivais dans un appartement modeste parce que j'aime la praticité. J'ai entendu un autre sanglot résonner, reflétant la confusion et la surprise de ma mère face à cette soudaineté de mes révélations. Et maintenant, tu décides de tout couper du jour au lendemain, à cause d'une conversation futile au dîner. Un sourire ironique s'échappa de mes lèvres. Futilité? Tu qualifies d'appellation gratuite le moment où tes enfants m'ont expulsé de la famille avec votre approbation silencieuse? Tu trouves banal que mon propre père dise que je n'ai jamais vraiment trouvé ma place. Oh ma fille, tu exagères, intervint Camila. Elle est explosive, tu sais comment elle est. Et ton père voulait juste dire que tu as toujours été différente. Non, maman, ne tente pas de minimiser ce qui vient de se passer.
Toute ma vie, j'ai été la fille invisible, celle à qui on ne prête jamais attention, celle qui a toujours dû se débrouiller seule. J'ai accepté cela. Mais quand vous m'avez dit que je n'étais plus un membre de la famille, eh bien, j'ai simplement respecté votre choix. Mais Carole, la famille, c'est pour toujours. On se dispute, on se tape des têtes, mais on reste une famille. Ce n'est pas ce que vous avez dit hier. Et devine quoi? Pendant des années, je me suis senti coupable de ne pas être ce que vous attendiez de moi, de ne pas être aussi belle et extravertie que Camilla, de ne pas être aussi charismatique que Rodrigo. J'ai essayé de compenser en étant utile, en vous aidant financièrement quand vous en aviez besoin. Et malgré cela, ce n'était pas suffisant. Au loin, j'entendis des voix. Mon père et, probablement, mes frères essayaient d'écouter. Carole, s'il te plaît, implora ma mère. Disons ça en personne. Viens ici, et on résoudra ça en famille. Il n'y a plus de famille. Maman, vous avez rendu cela très clair hier. Mais que va-t-on faire? Comment allons-nous payer le loyer? Les factures? Je sentis un pincement au cœur en réalisant que sa préoccupation n'était pas pour moi, mais pour leur survie sans mon argent. Faites comme je l'ai toujours fait. Travaillez, économisez, bâtissez votre propre vie. J'ai cru en vous quand vous m'avez dit que vous ne me vouliez plus. Maintenant, croyez-moi quand je dis que je ne veux plus vous aider. Je rejetai le téléphone avant qu'elle ne puisse continuer à supplier. Les jours qui suivirent, les appels se multiplièrent. Les messages commencèrent à arriver. D'abord de ma mère, puis de Rodrigo, et finalement de Camilla. Chacun avec un ton désespéré, contournant la responsabilité de ce qu'il s'était passé. Fillette, s'il te plaît, reconsidère. Ton père est malade de soucis. Carole, parlons comme des adultes. C'était un malentendu. Sœur, désolé si je t'ai été dur. Tu sais que je t'aime, pas vrai? Je ne répondis à aucun d'eux. Pas par vengeance, mais parce que j'avais compris. Cet amour était conditionnel. Il me voulait de retour, pas pour qui j'étais, mais pour l'argent que je représentais. Une semaine plus tard, je reçus une visite inattendue au bureau. Rodrigo entra, visiblement mal à l'aise, scrutant autour comme s'il marchait sur un territoire inconnu. Miss Carolina, votre frère est ici, annonça ma secrétaire d'un air qui révélait qu'elle avait déjà entendu toute l'histoire. Fais-le entrer, répondis-je, maintenant une attitude professionnelle. Rodrigo entra. Pour la première fois, il découvrait mon bureau spacieux, élégant, avec vue sur la ville. Il remarqua mon nom sur la porte avec le titre de directrice générale. Je vis ses yeux s'écarquiller en réalisant que sa sœur, apparemment ordinaire, dirigeait un véritable empire. « Carole, tout ça t'appartient » demanda-t-il, semblant réellement impressionné. « Oui, Rodrigo. Tout ça est à moi. Que puis-je faire pour toi ?» Il avala sa salive, clairement pas préparé à une telle froideur. « Je suis venu pour essayer de comprendre ce qui se passe. » Il s'assit doucement sur la chaise en face de mon bureau. « La compte, l'argent, tout ce temps c'était toi. » Je hochai la tête sans dire un mot. « Mais comment? Pourquoi? Pourquoi tu ne l'as jamais dit? Ne demanderiez-vous jamais? » Répondis-je simplement. Une seule fois, durant toutes ces années, quelqu'un de la famille voulait vraiment savoir ce que je faisais, comment je vivais, qui j'étais? Ses yeux se baissèrent, sans réponse. On avait déjà créé l'image de la sœur ordinaire, sans ambition, sans vie. C'était plus facile de me cataloguer que d'admettre qu'il ne me connaissait peut-être pas vraiment. Mais tu aurais pu le dire, tu aurais pu montrer. À quoi bon, Rodrigo? Pour changer la dynamique? Pour que vous m'aimiez pour ce que j'ai, pas pour ce que je suis. Il secoua la tête, confus. Ce n'est pas comme ça, Carole. Nous t'aimons, cela ne ressemblait pas à ça au dîner. Tu ne fais plus partie de la famille, rappelle-toi. Il passa une main dans ses cheveux, mal à l'aise. Camilla a exagéré. Tu sais comme elle est dramatique. Personne n'a pris ça au sérieux. Vous avez pris ça assez au sérieux pour me faire quitter la table, pour approuver ses paroles, pour me laisser partir sans un mot de défense. Il resta silencieux quelques instants. Que veux-tu, Carole? Que nous te supplions, que nous nous humilions? C'est ça? Je regardais mon petit frère, celui qui avait toujours été le préféré, le protégé, le spécial. Maintenant, assis devant moi,
il paraissait petit, fragile, perdu. Je ne veux rien, Rodrigo. Voilà le problème. Pour la première fois de ma vie, je n'attends rien de vous. Je ne cherche pas à prouver ma valeur. Je ne demande pas votre approbation. Je vis simplement ma vie, comme vous avez suggéré que je le fasse. Mais alors, la famille? Que fait-on de nos parents? Qu'en est-il d'eux? Ils sont désespérés, Carole. Le loyer est dû, les factures s'accumulent, la carte de crédit a été bloquée. Et alors, quoi? Ce sont nos parents, non? Oui, ce sont nos parents. Ceux qui ont toujours privilégié toi et Camilla. Ceux qui ne m'ont jamais défendu quand j'ai été humilié. Ceux qui ont silencieusement approuvé quand j'ai été expulsé de la famille. Pourquoi devrais-je continuer à les soutenir? Il déglutit, à court d'arguments. Que voulez-vous de moi, Rodrigo? Que je recommence à déposer de l'argent dans un compte pour que vous puissiez le dépenser? Que je fasse semblant que rien ne s'est passé? Que je reste l'invisible, la sœur ordinaire, qui est maintenant utile parce qu'elle a de l'argent? C'est exactement ça. Je l'interrompis, levant la voix pour la première fois. Vous m'avez exclu lorsque vous pensiez que je ne servais à rien. Maintenant que vous avez découvert que mon argent compte, je redeviens soudainement importante. Je vis leurs yeux se remplir de larmes, peut-être de honte, peut-être de frustration de ne pas pouvoir me manipuler. Que veux-tu que je dise à nos parents? Demanda-t-il enfin, vaincu. La vérité, Rodrigo. Dis-leur que j'ai compris ma place ou son absence dans cette famille. Dis-leur que je respecte la décision de continuer sans eux et j'espère qu'ils respecteront la mienne. Il se leva, semblant avoir pris 20 ans en entrant. C'est définitif? Alors tu vas vraiment abandonner la famille? Je souris tristement. Non, Rodrigo. La famille m'a abandonné. J'accepte juste ce fait. Il sortit sans dire un mot de plus et je ressentis une douleur mêlée à un soulagement. C'était la fin d'un chapitre de ma vie. Un chapitre trop long, trop douloureux. Au cours des semaines suivantes, j'appris par des amis communs que mes parents avaient dû vendre la voiture pour payer leurs dettes, que Camilla avait enfin commencé à travailler comme réceptionniste dans une clinique, et que Rodrigo envoyait des CV pour la première fois de sa vie. Une partie de moi ressentait de la compassion, une partie plus forte savait que c'était exactement la leçon qu'ils avaient besoin d'apprendre. La vie ne se résume pas à des apparences et la véritable valeur ne se mesure pas à ce qu'on montre, mais à ce qu'on est. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit au restaurant. J'appris par une ancienne amie du quartier que mes parents avaient dû déménager dans un appartement plus petit, que Camilla avait perdu son emploi à la clinique à cause d'absences répétées, et que Rodrigo avait réussi à obtenir un poste de vendeur dans un magasin d'électronique, ironie du sort, vendant des produits pour lesquels ma société développait des logiciels. Un après-midi, je croisai Camilla dans un centre commercial. Elle me vit, hésita, fit un pas comme pour s'approcher. Nos regards se croisèrent un instant. Je lui fis un sourire poli, comme je le ferais à une connaissance lointaine, et poursuivis mon chemin. Il n'y avait ni colère ni douleur, juste la certitude que certaines ponts, une fois brisées, ne devraient pas être reconstruites. Mes parents avaient vieilli sans vraiment me connaître. Mes frères avaient poursuivi leur vie sans comprendre la leçon. J'avais fleuri dans cette solitude choisie, entouré de personnes qui me valorisaient pour ce que j'étais, et non pour ce que j'avais ou donné l'impression d'avoir. J'ai appris que la famille n'est pas nécessairement celle dans laquelle nous naissons, mais celle qui nous accepte tels que nous sommes, et que parfois, le silence est la réponse la plus puissante que nous puissions donner. Aujourd'hui, je regarde en arrière sans regret. Ce dîner en famille où j'ai été expulsé de la tablée de leur vie a en fait été le moment où je me suis finalement libéré. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir combien on possède déjà et à quel point ceux qui m'ont rejeté ont besoin d'apprendre. J'espère qu'ils ont tiré une leçon de tout cela, non par vengeance, mais parce que chaque histoire a une morale. La mienne fut, ne jamais juger un livre par sa couverture, surtout quand ce livre paie vos factures. Avez-vous déjà ressenti que votre simplicité était confondue avec de la faiblesse? Partagez votre histoire.